Donc effectivement, je vais vous parler de créer des jeux vidéo avec un moteur de jeu web, c'était la commande. Et c'est aussi ce que j'utilise au quotidien ou presque, et dans le contexte de Graines de Tech. Donc, alors, moi, rapidement, c'est Valérie Brasse. Sur Discord, éventuellement, Valcas 2000, si on a des Discords en commun. Et Graines de Tech, alors moi, je suis ingénieure informatique depuis le siècle dernier. Ça fait toujours bien de faire ça à l'ancienne. Et en 2015, l'écran est grand, mais du coup, je suis devant. En 2015, j'ai créé l'activité Graines de Tech. Moi, je suis à mon compte depuis 10 ans en conseil informatique, donc une chose sérieuse. Et puis voilà, 2015, on commence à s'amuser, on va dire, avec Graines de Tech, donc basée sur Saverne, ici en Alsace. Et on intervient en Alsace et en Moselle, c'est-à-dire qu'on est mobile, pour un public de jeunes de 4 à 104 ans. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dans cette fourchette? Non, ça va. Donc, tout le monde est jeune ici. Donc, on intervient auprès des jeunes. On est aujourd'hui 2 animatrices. Selon les époques, on était plus ou moins nombreux. Vous pourrez trouver les informations sur grainedetech.com. Et l'objectif, la mission, c'est donc de développer ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle par le numérique et le jeu. Donc, savoir communiquer, collaborer, avoir de l'esprit critique, la créativité, la résolution de problèmes, tout en s'amusant et en utilisant les outils numériques. Donc, un usage positif du numérique qui va pas mal à l'encontre de certaines craintes de parents aujourd'hui. Et comme dit aussi bien les jeunes scolaires que les ados, les adultes de tout âge. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée un jeu vidéo, déjà, à la base? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à créer un jeu vidéo? Il peut y avoir plein de raisons différentes, en fait. Il y en a qui veulent créer un jeu vidéo pour le vendre, pour faire de l'argent. Donc, ça peut être un métier, ou, en tout cas un objectif. Il y en a d'autres qui n'y sont pas encore, qui sont étudiants et qui veulent déjà créer un jeu vidéo pour développer des compétences de création de jeux vidéo et pour trouver un job pour éventuellement après créer un jeu pour le vendre. Et puis, il y en a qui sont plus des artistes, je crois qu'on en a dans l'audience, qui vont plutôt se créer un portfolio d'artistes avec des créations de jeux vidéo pour montrer donc l'aspect artistique, différents métiers qu'on retrouve dans la création de jeux vidéo. Et puis, il y en a qui vont simplement, si je peux dire, apprendre à créer donc, des éléments de jeu, et ou apprendre à programmer, puisqu'il y a une partie éventuellement de programmation, pas forcément pour en faire un métier, ça peut être pour voir ce qu'on peut faire, pour s'amuser, pour utiliser du numérique, pour faire des choses ensemble, un loisir ou pas. Dans tous les cas, je crois que l'idée en créant un jeu vidéo, c'est de se faire plaisir. Ça, je pense que c'est le point commun qu'on va pouvoir garder sur cette approche. Alors, créer un jeu vidéo, ça se fait avec, on parle de moteur de jeu vidéo, donc l'idée, c'est quel moteur utiliser. Encore une fois, ça va dépendre pourquoi faire. Alors, je me suis inspirée d'un article que je liste, qui, comme le monde des moteurs de jeux vidéo bouge très très vite, bon, ça, il faut le mettre à jour aussi. Donc, dans le premier cas, si on veut créer un jeu pour le vendre, alors si c'est en 2D ou en 3D, ce n'est pas forcément les mêmes moteurs. Quelques noms, c'est juste quelques-uns, vu qu'il y en a des centaines. Ceux qui ressortent le plus, Unity, Godot, Godot, il y a aussi des questions de prononciation là, à trouver. Love ou le, bon, pareil, selon si on met les umlaut ou pas. Phaser et plein d'autres. Si on est plutôt dans la 3D, on retrouve Unity, Unreal Engine, qui est pas mal connu pour ceux qui jouent à Fortnite, en tout cas chez les jeunes. Godot et plein d'autres, Babylon.js, Lumberyard, CryEngine, il y a plein d'autres. Si on est là pour développer des compétences, pour trouver un job, ce qui ressort le plus dans les offres d'emploi pour les gens qui cherchent à bosser dans ce monde-là, c'est Unity et Unreal Engine. Donc, c'est plutôt ceux-là qui sont recommandés. Portfolio d'artistes, Unreal Engine, a priori, qui met le plus en valeur. Si vous avez d'autres avis, moi, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous le garantir, mais c'est en tout cas ce qui a l'air de ressortir. Et évidemment, la catégorie, moi, qui m'intéresse le plus dans mon activité Graines de Tech, c'est les moteurs de jeu qui permettent d'apprendre à créer des éléments de jeu, d'apprendre à programmer pour tout âge. Et en plus, moi, j'y ai mis quelques critères par rapport à l'activité. C'est essayer de trouver des moteurs de jeu accessibles dès 7 ans, c'est-à-dire quand on sait lire. J'ai quand même mis ça comme prérequis, avec ou sans expérience.
avec du matériel accessible, c'est-à-dire qu'après un atelier graines de tech, l'idée c'est que ce soit des jeunes, des ados, des adultes qui puissent le faire à la maison en rentrant sans avoir un super PC de gamer avec une carte graphique, avec plein de matériel pas donné à tout le monde, et également que le moteur lui-même, si possible, soit gratuitement accessible, ou au moins ait une version gratuite qui permette déjà de faire des choses. Donc, avec ces critères, j'ai commencé à chercher. Alors, il y en a quelques-uns qui sont restés dans ma shortlist. Le premier Scratch, alors vous allez me dire, oh, c'est un truc de gamin, si vous connaissez. Bon, je vous ai dit, hein, moi je commence avec des 4 ans, donc il y a Scratch, il y a même Scratch Junior qui est sur tablette, qui est pour les encore plus jeunes. Ensuite, il y en a un qui s'appelle MakeCode Arcade, qui est de Microsoft. Le logo que certains ont sur leur suite, donc de G ou GDevelop, sur lequel on reviendra plus. Le petit robot de Godot, et puis un logo qui est assez connu sur la moitié des jeux mobiles, hein, qui est le logo d'Unity. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais en tout cas, ils rentraient dans les critères. Et surtout, ils vont en ordre croissant de complexité. Donc moi, ça me permet de guider des jeunes en termes d'expérience, et pas forcément jeunes en termes d'âge, mais plus en termes d'expérience, d'un moteur à l'autre. Alors après, quand on fait les ateliers, on a plusieurs configurations. On a des endroits, des fois on est dans des espèces de caves, où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien en termes de réseau. Donc il faut qu'on vienne avec les ordinateurs et avec les logiciels qui sont installés et que ça marche offline, parce que voilà, il n'y a rien d'autre. Et puis, il y a des fois, c'est l'inverse. On va dans des médiathèques où il y a des ordinateurs qui sont connectés, mais alors là, je n'ai pas du tout la main pour installer des trucs. Et donc là, on est plutôt à chercher des outils qui s'utilisent en ligne, où il n'y a rien installé, on va dans le navigateur et on utilise. Et donc, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et là, donc, sur cette liste, c'est bon pour à peu près tous, sauf, vous en doutez, le dernier, Unity, c'est certains connaissent. Ce n'est pas vraiment le truc léger qui tourne dans un navigateur. Donc, on peut utiliser une version en ligne de Scratch, on peut utiliser une version en ligne de MakeCode Arcade, de GDevelop, de Godot, mais pas d'Unity. Donc, il y a un outil que j'ai commencé à regarder. Celui-là, je ne pourrais pas vous dire comment il marche. J'ai juste commencé, qui s'appelle Nounou Studio, qui ressemble un peu à Unity, même si c'est du JavaScript plutôt que du C#. Enfin, bon, ce n'est pas exactement la même chose, évidemment. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, aujourd'hui, comme dit, on va surtout regarder GDevelop. Je vais juste vous montrer les interfaces de chacun pour qu'on voit un peu l'évolution en termes de usability, si je peux dire, en termes d'UX, en termes d'interface. Et on va regarder comment on manipule GDevelop. Donc, place au, entre guillemets, démo. Alors, je vais passer. Changement d'écran. C'est bien. Voilà. Ça, c'est le site Graines de Tech. Vous pourrez aller voir. C'est bientôt Noël. Donc, on fait des choses sur Noël. Donc, le premier Scratch. Alors, Scratch, ça fait très longtemps. Ça, je l'ai utilisé dès le début, dès 2015, pour faire plein de choses, pour la logique de programmation, les concepts de base, hein, la séquence, la condition, la boucle, les événements, les variables, vraiment ce qui est la base de la programmation. Et les gamins adoraient. J'ai commencé avec des primaires et puis les collégiens, à l'époque, n'avaient pas encore utilisé et ça avait l'air un peu bébé au début. Puis en fait, ils se rendaient compte qu'on pouvait faire des Tetris, des Mario, des machins. Donc, comme il y a une communauté en ligne, on peut faire des recherches et regarder ce qui existe. Ben, ils ont vu qu'il y avait plein de jeux, on pouvait s'amuser. Et quand on regarde le code à l'intérieur, il n'est pas forcément si simple. Alors, il y a le côté sympa, c'est comme des Lego. Alors, je ne sais pas si dans l'audience, ici, tout le monde a déjà vu Scratch. Oui, non, pas tous. Alors, la génération d'adultes aujourd'hui n'a pas forcément vu Scratch. La génération qui est au collège aujourd'hui le voit parce que maintenant, c'est utilisé au collège en technologie et en maths. Au point que maintenant, les enfants, quand ils voient Scratch, ils font « Oh non, pas un truc de l'école ». Donc, en fait, on a dû plutôt s'en éloigner un peu de Scratch en périscolaire, si je peux dire, parce que justement, ça fait trop scolaire. Mais en tout cas, Scratch est quand même le précurseur pour cette interface type Lego. Hein, on va juste faire des drag and drop pour mettre ensemble des blocs. Et puis, on a tout de suite le résultat qui apparaît. Donc là, on a un petit super jeu. Je pense que vous voyez
d'où ça vient, en tout cas l'inspiration. Donc très, très simple à utiliser sur ce mode type Lego. Il faut lire un peu, mais on peut accrocher les blocs ensemble facilement. Et après, il y a eu toute une flopée, si je peux dire, d'environnements qui ont utilisé cette approche de bloc. Là, on a donc Microsoft MakeCode, qui était le deuxième donc, sur ma liste. Donc, vous voyez de nouveau des blocs qu'on assemble. Celui-là, il est un peu plus avancé parce qu'il a déjà des notions de jeu. Donc, on va avoir une gestion de l'écran, une gestion de la caméra, une gestion des effets type particules, une gestion des tile maps. Donc, on commence à être vraiment dans du vocabulaire plus de développement de jeu. On peut aller dessiner son personnage en pixel art. Et après, on a, vous voyez, un peu le côté rétro gaming aussi, où on va, si je le mets en un peu plus grand et que j'appuie sur le bouton A, voilà, ça peut se jouer comme un peu comme les anciens jeux. On a, voilà, un truc qui peut être sympa. Il y a une gestion des vies, une gestion des points. Et donc, tout ça est déjà prédéfini. Donc, on a dans les infos, voilà, une gestion du score, une gestion des vies. Donc, ça reste un truc simple parce que c'est des blocs avec une orientation de jeu. Mais ce qu'on a en plus aussi, c'est que ça permet de voir comment ça se traduit dans des langages de programmation comme JavaScript ou Python. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va écrire tous les programmes en JavaScript ou en Python, mais on peut voir à quoi ça ressemble, on peut le modifier, faire des copier-coller. Donc, on commence à s'approprier un peu un langage textuel de programmation, à voir à quoi ça ressemble. Donc, on peut l'utiliser plus en avant. Ensuite, on va voir que le type d'interface de GDevelop est un peu différent. Donc, on a aussi des objets sur la droite. On verra plus en détail après, la scène au milieu. Et là, on n'a pas des blocs, on va avoir des événements. On va créer des événements. C'était tout en bas. Et à chaque fois qu'on crée un événement, on a une condition et une action. Donc là, on commence à être dans du textuel. Mais donc vous verrez un peu après, on va quand même être dans des listes déroulantes. Donc, quelque chose qui est très guidé. Et je reviendrai dessus. Ensuite, on a Godot, où on va retrouver une gestion, là à gauche, derrière moi, une gestion d'objets avec des hiérarchies, des gestions de scènes. Donc là, on a une scène. Et puis, les petits papyrus, là, ça va être des scripts. Et là, vous voyez qu'on n'a plus les blocs, on n'a pas non plus des listes déroulantes. Là, on a vraiment du langage à écrire. Donc, c'est un script qui s'appelle GDScript, qui est comme du Python. Donc là, on est dans la programmation. Donc, c'est pour dire on est passé un peu au degré un peu après de difficulté. Et donc, comme dit en web, on n'a pas du Unity qui serait avec un langage C#, qui est un langage de programmation professionnel. Donc là, ce que je vous montre, c'est Nounou Studio, que je vous disais, je connais à peine, mais qui a l'air intéressant. Et là, c'est du JavaScript. Donc, de nouveau, on est sur un langage de script, on est dans de la programmation, avec une gestion d'une arborescence d'objets, avec ensuite une gestion de ressources, tout ce qui va être du domaine du développement du jeu. Donc, vous voyez cette idée d'avoir une chaîne croissante de difficultés pour créer un jeu selon les compétences et selon les âges. Alors, comme promis, c'est GDevelop que je vais vous montrer un peu plus. Donc, on va créer un projet à partir de 0. Donc, on a une scène vide. On va ajouter un nouvel objet dans un premier temps, donc un sprite qu'on va utiliser pour faire notre joueur, donc notre player. Et notre player, on va lui ajouter une animation qui va être déjà à quoi il ressemble quand il est au repos. Et on va aller regarder. Et on va utiliser, il y a toute une boutique de ressources qui permet, donc on est en ligne, de ne pas partir de 0, de ne pas faire tout à partir de 0. Donc là, je vais utiliser un pack qui est le pack pirate. Et on va utiliser le pirate chauve. Je suis sûre que vous avez envie de voir un jeu avec un pirate chauve, n'est-ce pas? Donc, on cherche déjà à voir notre pirate chauve, à quoi il ressemble quand il est au repos. Alors, si ça veut bien charger, ça c'est par contre les aléas de... voilà, ça c'est bon. De la connexion, c'est le temps de charge. Bon, là, je ne vais pas faire très compliqué, je mets juste une image quand il est au repos. Je vais faire une image quand il saute.
Donc, toujours dans la même bibliothèque, je vais aller chercher juste une image. Pas celle-là. Je vais plutôt prendre une où il est en l'air. Et puis, une nouvelle animation pour montrer quand il court. On va mettre course. Et là, cette fois, je vais vraiment mettre une animation, pas juste une image. Alors, je crois que c'est Run. Voilà, donc on va mettre un ensemble d'images. Alors, là, je vais être obligée d'aller les ajouter une par une sur la version qui s'installe de GDevelop, parce qu'il y a aussi une version qui s'installe. Je peux tout sélectionner d'un coup, à moins que les développeurs de GDevelop peuvent me donner un coup pour aller plus vite. Pour l'instant, dans cette version en ligne, avec ces ressources-là, je sais qu'il faut que je les prenne une par une. Allez, je trouve l'ascenseur. Donc, j'en étais, je peux dire 8 ou 9. J'en rajoute encore quelques-unes. Donc, l'idée, c'est de faire une animation image par image, type stop motion. Ah, on va ajouter encore une ou deux et ça va le faire. Bon, on va déjà faire ça. Donc, on va faire une animation en boucle. On peut regarder à quoi ça ressemble. Et puis, on peut dire qu'il faudrait qu'il court un peu plus vite, là, le petit pirate. Donc, on accélère la vitesse, on court un peu plus. Voilà, on a notre pirate dans sa version animée en course. Donc, ça, c'est l'apparence, dans les propriétés. Et puis, en comportement, on va utiliser des choses qui sont déjà préparées dans GDevelop. On va aller chercher un comportement d'un objet se déplaçant sur des plateformes. Parce que, comme vous allez le voir, je vais faire un exemple simple de platformer. Je ne vais pas garder les touches par défaut. Par contre, je vais faire quelque chose de plus simple. Et je vais me contenter de ça pour mon joueur. Donc, mon joueur qui, pour l'instant, est un pirate sur lequel on a défini quelques propriétés. En platformer, par définition, il y a des plateformes. Donc, on va rajouter un objet pour les plateformes. Donc, encore une fois, là, je vais aller sélectionner une image de la boutique de ressources pour pouvoir le faire assez vite. Donc, toujours dans mon pack pirate, je vais pouvoir, alors, je ne sais plus si c'est dans les objets, sinon j'en prends une autre, mais bon, comme il y a un moteur de recherche, c'est l'intérêt. Voilà, alors est-ce que dans mon pack pirate, j'ai des plateformes? Ouais, voilà. J'ai une plateforme, je vais la faire de 150 pixels de large sur, on va dire, 40 de haut. Et pareil, en termes de comportement, je vais utiliser un comportement prédéfini qui dit que c'est une plateforme. Donc, j'applique. Et puis, des plateformes, je vais en mettre plusieurs. Hop. Mon bonhomme pour l'instant par là. Je mets quelques plateformes. Je vais faire un petit zoom arrière. Donc, le rectangle correspond à ce qui sera ma scène de jeu. Là, je vais en mettre un peu à côté. Vous verrez après pourquoi. Voilà. Donc, déjà, là, je peux tout de suite faire un aperçu et voir que j'ai bien un comportement minimal de plateforme puisque mon bonhomme ne passe pas à travers la plateforme, ce qui est déjà pas évident. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien d'autre. Ce n'est pas super excitant comme jeu. On a un bonhomme et 4 plateformes et qui ne va pas plus loin. Donc, on va faire quoi? On va faire déjà que notre bonhomme, il saute. Et c'est là où on va regarder comment on programme, entre guillemets, enfin, on peut appeler ça programmer dans GDevelop. Donc, on va ajouter un événement. Donc, un événement, on a dit, il y a deux parties, une condition, une action. Donc là, l'idée, c'est que je veux que quand j'appuie sur une touche, mon bonhomme, il saute. Rien d'extraordinaire, mais on va voir comment ça se fait. Donc, on va aller chercher une condition sur le clavier. Le fait d'avoir une touche pressée. Et puis, on va dire quelle touche. Donc là, je vais prendre la flèche du haut, qui est la touche Up. Donc ça, c'est ma condition. Quand la touche Up est appuyée, vous voyez, c'est du texte. Et c'est du texte, finalement, j'ai presque rien écrit. Enfin, j'ai juste été sélectionner les options qui correspondaient à ce que je veux faire. Et l'action que je veux quand j'appuie sur la touche, c'est que mon joueur, je choisis mon joueur, et comme c'est un platformer, il y a déjà des choses qui sont définies, donc je vais aller simuler un appui sur la touche de saut. Et voilà, j'ai défini mon action. Si j'appuie sur la touche Up, ça doit faire un saut. Je teste. Et voilà, j'ai mon bonhomme qui saute et je suis super contente. Ça ne vous fait pas plus sourire. Je peux vous dire que les enfants, quand ils arrivent à ça, ils sont super heureux.
Bon, alors après, il saute, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il saute, mais il n'a pas l'air de sauter, quoi. Il est toujours au repos, en fait. Il saute au repos, donc ça va pas du tout. Donc, en fait, il y a une autre action qu'il faut qu'on fasse pour notre joueur, c'est qu'il faut qu'on lui change l'animation pour dire qu'il est en fait dans l'animation, il est en train de sauter. Donc j'avais défini au repos, au saut et en marche 0, 1, 2. Alors, je vous la fais rapide, c'était l'animation 1. Donc maintenant, j'ai aussi dit que quand j'appuie sur la touche, il change d'animation. Alors le dessin n'est pas forcément très visible, mais faites-moi confiance, il change. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais les plateformes là pour l'instant ne font pas grand-chose. Donc on va faire qu'elles bougent. On va faire qu'elles bougent en disant que nos plateformes, on va leur appliquer une force. Et on va appliquer une force. Donc, on a dans les commandes cette possibilité d'ajouter une force avec un angle. Et l'angle, il est par rapport à l'horizontale. Donc, on veut appuyer, on va les faire bouger vers la gauche. Donc, ça fait un angle de... Alors, on va partir de 0. Donc, ça fait un angle finalement de 180. On va pousser à gauche. Donc, on fait un demi-tour. Donc ça, vous voyez, avec les jeunes, ça fait aussi faire pas mal de choses en termes de maths, hein, de compréhension des forces, des maths. Donc là, j'ai dit qu'à tout moment, je n'ai pas mis de condition, les plateformes, elles sont poussées à 180, elles sont poussées vers la gauche. Bon, c'est bien beau, mais alors mon bonhomme, il est parti, et puis j'ai plus rien, quoi, il n'y a plus de plateforme. Donc, il va falloir qu'on fasse quelques trucs. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est que notre bonhomme, quand il est sur une plateforme, donc quand il est au sol, c'est ma condition, qu'est-ce que je veux faire? Je veux qu'il court. Je veux qu'il court à l'inverse de la plateforme pour ne pas se faire embarquer par la plateforme à gauche. Donc, je vais lui aussi lui appliquer une force, mais dans l'autre sens du coup, la même mais dans l'autre sens. Donc, je vais retrouver ma force, voilà, ajouter une force, mais cette fois complètement à droite, donc avec un angle de 0. C'est pour vérifier qu'il y en a qui ne sont pas endormis en cours de route. Et je mets la même vitesse. Donc, j'ai mis 250 pixels par seconde. Bon, après, c'est des choses qu'on peut modifier. Mais là, donc, du coup, quand il est sur une plateforme, il court. Alors, enfin, il court sans trop bouger les jambes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute encore? Pareil que pour le saut, c'est que je lui mette l'animation. Il court. Donc, je vais aussi changer l'animation. Et là, je vais lui mettre la valeur. C'était 0, 1, 2. C'était l'animation, c'était 2. Et donc là, maintenant, j'ai mon bonhomme. Voilà, là, on le voit courir. Bon, il finit par tomber parce que je ne l'ai pas fait sauter. Il est là. Bon, j'ai toujours mon problème de plateforme qui finit par disparaître. Donc, il va falloir que je fasse que mes plateformes, elles reviennent à l'infini. Donc, ma plateforme, toute plateforme, je vais dire que quand elle sort à gauche, et l'axe horizontal, c'est l'axe des X, c'est à 0 à gauche. Donc, je vais dire que quand la position d'une plateforme est plus petite que... Donc, elle faisait 150 pixels de large, mes plateformes. Donc, plus petite que 150. Donc, une fois qu'elle est complètement sortie à gauche, donc ça, c'est... Qu'est-ce que je vais en faire, à votre avis? Une plateforme qui sort à gauche, je l'envoie où? À droite. Voilà, je vais la téléporter. Ça fait toujours génial. On va téléporter les plateformes. Alors, avant de la téléporter, je vais aller regarder à quel niveau je vais la téléporter. Donc, je vais la téléporter un peu plus à droite. Donc, on voit en bas, là, je suis à peu près à 1100 hein, pour le X. On a les coordonnées en bas à droite. Donc, je vais aller la téléporter. Donc, ma plateforme, je vais lui donner comme position X. Je vais la définir à 1100. Voilà. Donc, ça, c'est quand ça sort à gauche, je la laisse aller à droite. Et là, voilà, j'ai un début de jeu. Oh, et là, on fait tous waouh. Oh ouais, alors après, bon, voilà, je me suis fait balayer, j'ai perdu. Ce qui est bien, c'est que comme je n'ai pas codé que j'ai perdu, j'ai jamais perdu en fait. Donc là, il n'y a plus de bonhomme, il y a toujours des plateformes à l'infini, mais je n'ai pas perdu. Alors, un dernier truc, et puis je vais arrêter pour passer à laisser la suite. On va rajouter un texte. Le texte le plus important d'un jeu, le Game Over. Alors, on va le... Qu'est-ce qu'il me fait là? On va le mettre, je ne sais pas, en rouge.
On va mettre en rouge. Donc ça, c'est notre game over. On applique et puis on va le mettre là. Alors évidemment, si je laisse ça comme ça, il va être dès le début du jeu. C'est pas cool de commencer en game over. Donc on va dire que lancement de la scène. Donc quand ma scène se lance, je vais cacher mon texte. Donc là, je cherche le cacher. Voilà. Donc ça, c'est au début, je le cache. Et puis quand je perds, je vais le montrer. Alors, quand est-ce que je vais perdre? À votre avis, c'est quoi pour perdre? Donc, on va avoir deux possibilités. Donc, je vais mettre un ou. Je vais commencer à mettre une condition. Donc, si mon joueur, un peu comme la plateforme, il est sorti à gauche, donc si la position en X, qui est là, de mon joueur est plus petite que, je ne sais pas combien il fait, il n'est pas très large, je vais en mettre 20, non, moins 20, pardon. Donc, s'il est plus petit que moins 20, donc s'il est balayé à gauche, c'est une possibilité de perdre, ou s'il est tombé, et donc tombé, ça va être la position Y, c'est en vertical, il descend, donc l'axe des Y, il descend avec un 0,0 en haut à gauche, donc je développe, et la hauteur, là je suis en résolution 800 sur 600, donc ça va être si le Y, il est plus grand que donc le 600 de hauteur, plus, allez, on va mettre un 650 pour avoir de la marge. Donc, une fois que le Y est plus bas, donc, si on a le X négatif ou le Y plus grand que la hauteur, on va dire, alors on va aller afficher notre texte. Donc, game over, on va le montrer. Et on teste. Ça, c'est aussi un truc super important, le réflexe de tester tout le temps. On essaie de faire passer à nos participants. Et voilà, game over. Et je m'arrête là-dessus. Donc, on aura sûrement la possibilité de vous parler.